Bienvenue à ce tout premier épisode de La Clé du condo, un balado où on discute de problèmes et défis rencontrés par les administrateurs de copropriété. À chaque épisode, on tente d'amener des réponses, des pistes de solutions, des idées et des réflexions. Mon nom est Julien Gobeil-Simard. Je suis directeur général chez Despatie-Beauchemin Consultants, une firme de services conseils techniques spécialisée dans le secteur de la copropriété. Je suis aussi directeur général et cofondateur de Oudi, une start-up qui développe des solutions technologiques pour le secteur de la copropriété. J'ai également fondé la communauté Condo Admin sur Facebook, communauté que nous vous invitons d'ailleurs à joindre si ce n'est pas déjà fait. On va d'ailleurs s'alimenter abondamment des questions posées par la communauté pour déterminer les sujets de discussion de chaque épisode. Pour ce tout premier épisode, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Maître Ludovic Ledraoulec ainsi que Maître Marie-Cécile Bodéus, qui sont tous les deux avocats pour le cabinet de Grand Prix Jolicoeur qui se spécialise en droit immobilier. Nos collaborateurs sont d'ailleurs très actifs dans le secteur de la copropriété. Je vous invite donc à consulter le site web de Grand Prix Jolicoeur et de vous abonner à l'infolettre ou encore de suivre la page Facebook de Grand Prix Jolicoeur. Super, bienvenue à ce tout premier épisode de La Clé du condo. Vraiment content de vous avoir comme collaborateur dans ce beau projet. Donc, premier sujet aujourd'hui qu'on a choisi d'aborder ensemble, un sujet qui a attiré pas mal de commentaires sur la communauté Condo Admin qui parlait de frais de déneigement. Donc, je vous donne un peu la mise en situation, puis après, à partir de là, on pourra avoir une bonne discussion autour de ce sujet-là, puis essayer de l'explorer un peu plus. Donc, la question est à propos d'une copropriété où seulement certains copropriétaires ont un espace de stationnement dans un garage. Donc, ce n'est pas tous les copropriétaires qui ont un espace de stationnement dans un garage fermé. Et ces stationnements-là sont accessibles via une ruelle et en ce moment, tous les copropriétaires paient pour le déneigement de cette ruelle à travers leurs frais communs, leurs frais de condo. Et un des administrateurs trouve qu'il y a une injustice et que ça ne devrait pas être tout le monde qui paye pour ce déneigement-là, mais seulement les copropriétaires qui ont ces stationnements-là, qui utilisent ces stationnements-là. Donc, j'ai envie qu'on explore un peu cette question-là ensemble aujourd'hui. Puis je lance le bal donc avec la première question qui est: est-ce que certains des frais d'entretien peuvent être répartis autrement que selon les quotes-parts? Donc, à la base, là, est-ce que c'est possible de dire ces frais d'entretien-là, tout le monde paye, puis là, on voudrait finalement que ce soit juste 3 personnes. Donc, est-ce que c'est même possible de faire ça selon le standard ou la déclaration de copropriété qu'on voit typiquement, là? En fait, je pense que pour répondre à la question, c'est intéressant dans l'énoncé. On dit un administrateur trouve ça injuste. Hein? Et souvent, quand on nous dit on trouve ça injuste, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, de trouver que dans une communauté, l'ensemble de la communauté paye pour un espace qui n'est pas utilisé par l'ensemble de la communauté, ça vient heurter un petit peu nos principes. Alors, si on reprend l'exemple de la ruelle, qui est un super bon exemple, il y a quelques petites précautions à prendre concernant cette ruelle. Premièrement, est-ce que cette ruelle-là peut être considérée comme une sortie de secours? Alors, par exemple, est-ce qu'on va avoir des escaliers extérieurs qui vont mener à cette ruelle-là pour en faire un espace de sortie de secours? Si oui, il va falloir faire un petit bémol probablement à la façon de cotiser. Et est-ce que cette ruelle-là peut être utilisée à des autres fins que le passage, l'entrée puis la sortie des véhicules? Par exemple, est-ce que cette petite ruelle-là va déboucher, je ne sais pas, sur une terrasse, sur un jardin, sur un quelconque espace? Mais si on répond non à ces deux cas de figure-là, on a effectivement un coin qui n'est utilisé que par certains copropriétaires seulement. Alors, effectivement, si c'est le cas, c'est normal qu'on trouve ça injuste que tous les copropriétaires payent pour cet espace-là. Alors, comment on fait dans la vraie vie? Puis est-ce qu'on peut facturer? Parce que c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on peut aller facturer les copropriétaires qui utilisent tout seuls ces espaces-là? Bien, la réponse, c'est oui. Sans équivoque. Alors, ceux qui vont devoir utiliser cet espace-là
Et seulement ceux-là vont notamment être responsables des frais d'entretien. Qu'est-ce qu'on entend par frais d'entretien? Bien, c'est les frais de nettoyage, par exemple, qu'on fait quelques fois par année, et les fameux frais de déneigement, effectivement. Alors, la réponse, elle est oui, sous le bémol des petites vérifications préalables du début. Oui, ouais, excellent. Puis ça, est-ce que tu dirais, Marie-Cécile, que ça va être la même chose, peu importe que cette ruelle-là, admettons là, que dans notre déclaration, cette ruelle-là est vraiment déterminée comme étant une partie commune et non pas une partie commune à usage exclusif. Donc, peut-être effectivement qu'elle ne sert strictement que l'objectif de permettre aux voitures de rejoindre leur stationnement. Mais si c'est clairement dit dans la déclaration que c'est une partie commune, est-ce que la réponse reste la même? Donc, oui, c'est une partie commune, mais elle ne sert qu'à l'usage de ces 3 personnes-là. Donc, oui, c'est normal de facturer que ces personnes-là. OK. La réponse va être la même. En fait, c'est simple. Pour déterminer si c'est une partie commune qui est à l'usage de certains copropriétaires, il n'y a pas forcément une obligation que ce soit écrit noir sur blanc dans la déclaration de copropriété. On va vraiment aller regarder l'usage qui en est fait et les possibilités d'usage qui en sont faites. OK. Puis ça tu touches de quelque chose de super important. Puis je trouve justement dans les discussions qu'on a avec notre clientèle ou dans la communauté condo admin, on a souvent tendance à se rattacher à ce qui est écrit dans la déclaration. Comme nous, on fait des études de fonds de prévoyance, puis bon, c'est important de déterminer qu'est-ce qui est privatif, qu'est-ce qui est commun, bien évidemment. Mais il faut se rappeler, en tout cas, comment moi je le conçois, c'est qu'il faut toujours avoir en tête que la personne qui a écrit cette déclaration-là, ce n'est pas nécessairement un expert en aménagement du terrain ou un expert en bâtiment. Donc, il ne faut pas s'attendre nécessairement à ce que la déclaration soit hyper claire sur l'entièreté des éléments qui sont communs ou qui sont communs à usage exclusif. Ça se pourrait, dans ce cas-ci, que la ruelle soit tout simplement aucunement mentionnée dans une déclaration. Exact. En fait, tu touches un bon point, c'est la qualité des déclarations de copropriété. Alors, elles devraient toutes avoir une qualité qui permette d'avoir un document qui est vraiment collé à l'immeuble, qui fait vraiment état de toutes les parties communes et qui est réfléchi. Malheureusement, ce n'est pas ça qu'on a pour tous les immeubles. Alors, il y en a qui ont des déclarations vraiment de base ou des déclarations qui sont en gruyère, mais ce n'est pas grave. Il faut quand même pouvoir trouver une solution. Et là-dessus, c'est clair, c'est vraiment l'usage qui va en être fait. Donc, si jamais la déclaration, elle est muette à ce sujet-là, ben, on va pallier vraiment par l'usage qui en est fait. Ce serait pareil, mettons, si dans la déclaration, on oublie de qualifier de partie commune à usage restreint un balcon, par exemple, mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Il l'est de par sa nature. Alors, il faut pallier au manque de la déclaration. Il faut toujours travailler avec le bon sens. Il faut que la condition soit claire, sans équivoque, qu'il ne soit pas sujet à Marie-Cécile dit quelque chose, mais moi je dis autre chose sur le balcon ou sur un autre élément. Tu vois par exemple un bâtiment de, par exemple, 4 appartements, 2 en sous-sol, rez-de-jardin, puis 2 dans les étages. Tu vas avoir un escalier qui va près d'un mur de soutènement vers l'entrée de l'unité du rez-de-jardin à droite, un escalier qui va au rez-de-jardin pour l'unité à gauche, puis 2 escaliers qui montent vers les unités des étages. Tu te retrouves avec 4 escaliers qui sont clairement et sans équivoque des parties communes à l'usage exclusif des propriétaires de chaque unité. La personne qui vit en haut ne va pas aller utiliser jamais l'escalier du rez-de-jardin qui s'en va vers l'appartement en bas à droite. Alors, tu peux avoir dans ce cas-là une déclaration de propriété qui ne mentionne pas les escaliers comme des parties communes à usage restreint. Mais de par nature, de toute évidence, ils le sont. Oui. Non, effectivement. Puis, je vois souvent, en fait, encore une fois, dans Condo Admin, là, dans les différentes questions qui sont posées, dans les échanges, autant je vois beaucoup de gens ou d'administrateurs qui n'ont pas une très bonne maîtrise de leur déclaration. Puis des fois, il y en a qui s'y raccrochent peut-être. On voit l'inverse aussi, qui s'y raccrochent des fois un peu trop, puis qui ont comme des attentes que ce soit
hyper spécifiques. Je donne un exemple, mais un des exemples qui revient vraiment fréquemment, c'est le fameux calfeutrant. Donc, une personne demande, par exemple, hey, est-ce que c'est le syndicat qui s'en occupe et on paye avec le fonds de prévoyance? Puis, des fois, il y a des gens que tout de suite, le réflexe, c'est de dire, que dit votre déclaration? Moi, j'ai lu des centaines de déclarations de copropriété. Puis je ne pense pas avoir jamais vu une déclaration de copropriété qui va dire spécifiquement si le calfeutrant est commun ou commun à usage restreint. Donc, c'est un peu un vœu pieux, puis c'est là qu'effectivement, j'aime votre raisonnement. Penser à c'est quelle est la fonction de cet élément-là, puis qu'est-ce qui est logique au bout du compte. On ne peut pas s'attendre à ce que la déclaration soit hyper spécifique sur tous les aspects de l'immeuble. En fait, le principal risque, je pense, qui guette les administrateurs qui doivent gérer ces parties communes à usage restreint-là, c'est souvent l'historique de la copropriété. Alors, quand on arrive administrateur, qu'on doit gérer les parties communes à usage restreint, on a plusieurs, là on parle d'une ruelle, mais ça peut être des balcons, ça peut être des portes et fenêtres. Et ça, souvent, on va les gérer quelques années après le début de la copropriété. Quand ils commencent à être un petit peu désuets, c'est là qu'on commence à se poser toutes les questions. Et souvent, le réflexe administrateur va être de dire, par le passé, là, on a fait telle affaire. Et c'est ça le principal risque, parce que par le passé, c'est peut-être pas la bonne affaire qui a été faite. Alors, il faut vraiment toujours se poser la question, est-ce que ce qui a été fait dans le passé, c'était la bonne affaire? Est-ce qu'il n'y aurait pas matière à réviser? Oui, qu'est-ce que nous dit la déclaration de copropriété? Mais les déclarations ont évolué, la pensée des tribunaux a évolué, puis la loi a évolué aussi. Donc, il faut vraiment se tenir à jour sur ces parties communes à usage restreint-là, qui sont, il ne faut pas oublier, le casse-tête numéro 1 des administrateurs. Vous, par exemple, chez Despatie Beauchemin, qui faites des études de fonds de prévoyance, tu as dû le voir dans le passé. Au début de ces études de fonds de prévoyance, c'était un document qui était fait de manière toute nouvelle, je pense début des années 2010, les parties communes à usage restreint, elles n'étaient pas traitées comme des parties communes à usage restreint. L'étude de fonds de prévoyance, elle te parlait all the way des parties communes. Puis les balcons, les fenêtres, toutes les parties communes à usage restreint de la déclaration de propriété, elles étaient traitées comme des parties communes. Puis les solutions qui étaient proposées d'échelonnement des financements, des cotisations, ne tenaient pas compte de ce que la déclaration de copropriété disait par rapport aux parties communes à usage restreint, et que c'est certains copropriétaires qui devaient assumer parfois des frais de remplacement. Bon, ça évolue avec les mœurs. Là, aujourd'hui, en 2021, tout bon professionnel qui fait des études de fonds de prévoyance le sait. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. Oui, exact, c'est vrai. Pour beaucoup de professionnels. Puis en fait, moi, à titre personnel, en fait, dans ma copropriété, justement, il y a une étude qui a été réalisée il y a quelques années de cela, pas par nous, mais puis effectivement, voyez-vous, on avait une déclaration qui prévoyait justement que certains éléments qui étaient à l'usage de certains copropriétaires seulement, qui devaient contribuer seuls à la portion là, du fonds de prévoyance pour le remplacement éventuel de ces éléments-là. Puis effectivement, ça n'avait pas été tenu en compte, alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est tout bon professionnel qui fait une étude de fonds de prévoyance. C'est une des premières choses qu'il va vérifier. Est-ce qu'il y a des règles de contribution particulières? Mais pour en revenir, revenons-en à notre fameuse ruelle. Oui. J'avais bien la réflexion de se dire, si la déclaration, c'est pas parce que la déclaration n'est pas claire à savoir si c'est à usage restreint ou pas, que ce n'est pas à usage restreint nécessairement. Donc, effectivement, si le seul usage qu'on en fait, c'est vraiment la circulation, l'accès au stationnement, on peut agir comme si c'était une partie commune à usage restreint. Une fois qu'on a établi ça, est-ce que ça serait une bonne pratique de le clarifier par après ça dans la déclaration? Est-ce que ça vaut la peine de le clarifier, donc de venir modifier la déclaration pour l'ajouter? Est-ce que ça vaut la peine d'être précis? Si c'est ça la question, la réponse est toujours oui. On est précis
pour les administrateurs, on est précis aussi pour les copropriétaires parce que tous, je crois, doivent savoir qu'est-ce qu'il en retourne. Maintenant, toutes les déclarations ont des énoncés généraux qui viennent dire que ceux qui bénéficient seuls de parties communes à usage restreint vont payer pour les charges qui en découlent. Charges qui en découlent, c'est les fameux frais d'entretien. Donc, la disposition de base, tout le monde l'a. Puis si jamais vous ne l'avez pas, ce que j'ai rarement vu, là, mais si vous ne l'avez pas, la loi, elle y supplée. Donc, tout le monde a cette clause-là. Alors, ce qui est important, probablement, si on veut clarifier quelque chose, c'est le fameux statut de partie commune à usage restreint. Alors, on pourrait conclure que chez nous, écoutez, c'est un oubli de la déclaration de copropriété. Il y aurait dû y avoir la définition de cet espace-là dans le cadre de la partie commune à usage restreint. Maintenant, est-ce que c'est une nécessité? Ben, la réponse est non. Parce que si on arrive à la conclusion que, de facto, c'est le seul usage qui en existe, c'est pour un certain groupe de copropriétaires, pour un ou des copropriétaires, ben, automatiquement, on va appliquer cette répartition des frais. C'est justement par rapport à cette fameuse disposition-là, là, je vous lis en fait la clause que moi j'ai trouvée dans ma propre déclaration, juste pour savoir si c'est de ça dont on parle ici. Puis je me questionnais justement à savoir est-ce que tout le monde a quelque chose qui ressemble à ça. Donc, je vous la lis. Ça dit « Lorsque le calcul est possible et significativement utile, les charges communes résultant de l'utilisation des parties communes à usage restreint, soit les charges d'entretien et de réparation courantes de ces parties, sont réparties entre les seuls copropriétaires qui utilisent ces parties communes à usage restreint. Ces charges sont réparties entre eux en proportion des droits d'usage exclusifs de chaque copropriétaire, donc en fonction de l'utilisation. » Donc, en fait, on vient dire exactement ce dont on parle depuis tantôt. La ruelle n'a beau pas être définie clairement comme une partie commune à usage restreint, si elle ne sert que le besoin ou l'accès à l'usage de certaines parties communes à usage restreint, comme des garages, par exemple, ben, c'est correct que les charges, par exemple, dans notre cas de déneigement, soient réparties entre les seules personnes qui utilisent ou qui ont accès à des garages. Donc, est-ce que c'est une clause comme ça, c'est fréquent dans les déclarations de copropriété? Est-ce que c'est tout le temps là ou est-ce que tout le monde devrait l'avoir? Oui, c'est très fréquent de l'avoir, mais il y a une petite nuance qui est intéressante. En fait, toute l'article, tu vas souvent trouver tout l'article, mais la fin n'est pas nécessairement la même parce que tu vas pouvoir répartir la dépense entre les utilisateurs. Donc, une fois que tu as identifié, mettons, dans ton exemple, tes 3 utilisateurs de garage sur les 10 copropriétaires de l'immeuble. Tu n'en as que 3 qui ont un garage puis qui l'utilisent. Tu vas faire payer ces 3 personnes-là. Mais reste à savoir, tu vas les faire payer selon quel mode de répartition. Dans ton exemple, ils le disent, c'est selon les droits d'utilisation, soit selon l'utilisation effective. Donc, ils sont 3, ils utilisent pareil les 3. Tu vas diviser en 3. Mais tu as des clauses qui disent que ça va être réparti selon les codes-parts. Selon les codes-parts des 3. Alors là, tu isoles les codes-parts des 3 usagers et tu fais une règle de 3 pour les mettre sur 100%. Et là, ça ne va pas nécessairement faire un tiers, un tiers, un tiers. Donc, pour 3 garages identiques, ben, on ne va pas tous payer la même proportion du déneigement, finalement. Exact. Alors ça, c'est vraiment une chose qui est importante de savoir. Il faut faire une distinction entre qui paye et après, une fois que tu as identifié qui paye, comment je les fais payer. Oui. Parce que nous en fait, je donne encore, là, je mentionnais que chez nous, on a une ruelle comme ça. La ruelle sert à la circulation de tout le monde qui a un stationnement souterrain. Donc, on n'a pas le problème de dire la ruelle est juste utilisée par quelques personnes. Elle est utilisée par tout le monde. Par contre, il y a des stationnements dans la ruelle qui étaient disponibles en extra là, pour les gens qui ont acheté lorsque la copropriété était construite. Donc, il y avait comme 6 stationnements.
Puis, voyez-vous, on s'est servi de cette clause-là parce qu'on disait, ben, quand on a fait faire des soumissions pour le déneigement, par exemple, ben, il y avait quand même un coût non négligeable. Hein. Puis là, la clause, elle dit lorsque le calcul est possible et significativement utile. Donc c'était quand même un 20-25 de plus pour faire déneiger ces stationnements-là. Puis le conseil d'administration a dit ben, le calcul est possible et c'est quand même significatif. Ce n'est pas à 52 personnes de payer pour le déneigement de ces 6 espaces-là qui sont des espaces d'extra que vous avez achetés. Il a été proposé à ces gens-là, voulez-vous vous diviser la facture de l'extra de déneigement? Puis finalement, l'histoire nous dit qu'ils ont refusé puis ils ont préféré le faire eux-mêmes, donc de ne pas avoir recours au service du déneigeur. Mais c'est un exemple justement là, où on s'est servi de cette clause-là là, pour facturer seulement certaines personnes là, qui avaient Et on est toujours dans un exemple où le garage, il n'y a que les stationnements. Oui, ça c'est bien important aussi de faire cette distinction-là. Si on est dans un garage où on a des salles techniques, des salles de déchets, des rangements, des salles de locker, là, on va avoir une réponse un peu différente parce que il y a quand même une utilisation qui est faite par d'autres personnes moins frappante, moins claire au premier abord. Ils vont pas nécessairement avoir besoin d'un déneigement à chaque bordée de neige, mais quand même, il y a quelque chose. Et là, on rentre dans un détail assez passionnant pour un comptable et un administrateur qui s'intéresse à la comptabilité. C'est-à-dire que vous pouvez envisager de mettre en place un protocole de répartition comptable de certains coûts, de certaines dépenses. Et vous allez isoler, par exemple, à l'intérieur du garage, toutes les dépenses qu'il y a sur le chauffage, l'électricité, le nettoyage, etc. Puis vous allez pouvoir envisager de faire une répartition de ces dépenses-là, de mettre une partie de la dépense affectée à tous les copropriétaires, une autre partie des dépenses affectées aux copropriétaires des garages et à l'intérieur même de ces groupes, faire des répartitions. La loi permet de faire ça, particulièrement depuis le projet de loi 16, où l'article 1064 a été un peu modifié, ce qui permet une latitude pour les syndicats qui n'a pas encore été bien, je pense, saisie. Bien saisie, effectivement. Ouais. Effectivement. En fait, elle ouvre beaucoup de portes qui ne sont pas encore toutes explorées. Non, exact. mais peut-être pour en revenir à ta question du début, quand tu nous as lu ta clause, alors oui, c'est une clause qu'on retrouve dans beaucoup de déclarations de copropriété, avec quelques petits ajustements, et elle est souvent autour de l'article 22, pour ceux qui la cherchent, là. Okay. C'est souvent autour de l'article 22 de la déclaration de copropriété qu'on a cette clause-là. Clause qu'il faut quand même lire comme il faut. Hein? On parle de charges d'entretien, on parle d'utilisation. Souvent, on a les copropriétaires qui vont utiliser ces clauses-là lorsqu'on va parler du remplacement puis des réparations majeures qui ne doivent pas être faites. Alors, la clause que tu nous as lue, c'est vraiment une clause qui parle des charges d'entretien et non pas des charges de remplacement. Et le lien ne se fait pas automatiquement là, à ce niveau-là. Super. Puis ça m'amène une autre question où, en fait, j'allais dire une balle courbe, mais je vous avoue que je ne sais pas si c'est une balle courbe ou si c'est juste une balle bien droite. Là. Est-ce que ça change quelque chose si cette ruelle-là appartient à la ville? Parce que, bon, qu'elle soit sur qu'elle appartienne à la copropriété ou à la ville, ben, ça ne change pas vraiment le fait qu'il faut la déneiger, mais est-ce que le fait que ça soit ça appartienne à la ville, est-ce que ça change la façon dont on doit aborder la répartition des frais de déneigement dans ce cas-ci ou d'entretien, ou ça n'a aucune importance? Ben, en fait, c'est de déterminer qui la déneige. Le problème pour le syndicat. C'est ça. À partir du moment où le syndicat paie des frais pour le déneigement, ça va s'appliquer. Si ça appartient à la ville puis que la ville le déneige, ben là, on ne semble plus avoir de problème. La question est c'est ça. La question que certains pourraient se poser, ça va être dans le cas où la ruelle appartient à la ville et elle n'est pas déneigée. Ouais. Là, il y a effectivement beaucoup il peut y avoir beaucoup de débats autour de cette question, beaucoup de batailles avec la ville.
la copropriété peut argumenter avec la ville à l'effet que c'est elle qui devrait le faire. Pendant que la discussion a cours, il faut quand même que ce soit déneigé. Fait que là, le syndicat, Ouais, déneigera dans l'attente de trouver un terrain d'entente avec la ville. Oui, c'est ça. Mettons qu'on fait l'hypothèse que oui, la ruelle, légalement, c'est un terrain de la ville, mais bon, elle sert l'usage de notre copropriété, puis de par la réglementation de la ville, on a l'obligation de l'entretenir et de la déneiger. Mais à ce moment-là, une fois qu'on sait que c'est à la copropriété, de faire le déneigement, que ce soit que, même si ça appartient à la ville, ça ne change pas. Ça ne change pas ça touche pas en fait la répartition qu'on pourrait en faire à travers les copropriétaires. Si on dit ça sert juste à ces 3 personnes-là, ils n'ont aucun autre usage, ça peut quand même être correct de répartir juste sur les coûts sur ces 3 personnes-là, alors que si tout le monde l'utilise, on va la répartir dans les charges communes à travers tous les copropriétaires, mais le fait que ça appartienne à la ville, ça ne change rien comme tel à ce niveau-là. Exact. Ça met une autre dimension, une autre problématique en plus. Oui, c'est ça, qu'on espère ne pas avoir, du moins le moins possible. Je trouvais ça aussi intéressant, ce cas-là de cette fameuse ruelle qu'on doit déneiger, puis ça m'a amené en fait le questionnement. Puis là, c'était peut-être un peu philosophique, hein, mais comment distinguer l'intérêt d'un copropriétaire versus l'intérêt des copropriétaires? Puis ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, Marie-Cécile, tu as touché à cet élément-là tantôt. On peut convenir peut-être que l'utilisation principale de cette ruelle-là, c'est pour l'accès au stationnement. Mais une fois qu'elle a déneigé, tout d'un coup, on commence à s'en servir pour des bacs de recyclage, des conteneurs ordures. On commence à s'en servir pour entrer par notre entrée arrière en hiver. Puis là, tout d'un coup, il se met à avoir des usages par des personnes qui ne s'en servent pas. Puis je dirais même au-delà de ça, des exemples comme ça en copropriété, on en a plusieurs. Peut-être que moi, mon unité est à l'arrière de l'immeuble, puis qu'à l'avant, les gens qui ont des terrasses sur le terrain avant, il y a des belles plates-bandes autour de la terrasse, puis moi, ça n'agrémente pas mon unité d'avoir ces plates-bandes-là, mais je paye quand même pour qu'elles soient entretenues par la copropriété. Peut-être qu'il y a différents éléments comme ça. Peut-être qu'il y a peut-être une piscine, hein, puis moi, je ne me baigne jamais, mais je paye pour entretenir une piscine. Ou même un bon exemple, peut-être, ça serait un gym. Dans une copropriété de 100 personnes, ça se peut qu'il y ait juste 10 ou 15 personnes qui se servent du gym, mais tout le monde paye pour réparer les bris des appareils quand il y en a. Donc, tu as l'exemple aussi frappant de l'ascenseur. Oui. Ouais, la personne qui a son unité au rez-de-chaussée, elle n'a pas envie de payer l'ascenseur, et particulièrement quand vient le temps de changer des pièces ou de remplacer les ascenseurs, où là, c'est un énorme coût. Oui, exactement. Puis, cette réflexion-là, en fait, ça m'amène à penser, puis c'est peut-être une conclusion en soi, mais quand on fait le choix d'acheter dans une copropriété, je pense qu'il faut être conscient aussi qu'on achète dans un mode de vie où il y a une collectivité, puis qu'il y a l'intérêt de la collectivité par-dessus notre intérêt personnel à payer une pièce de plus, une pièce de moins. Prime. Donc, je pense, puis de là, je reviens à juste la logique. Est-ce que vraiment, cette ruelle-là ne sert strictement qu'à la circulation des voitures qui vont aller se stationner pour les quelques personnes qui ont des garages, ou elle va servir, où il y a un intérêt collectif, même s'il n'est pas égal entre tous les copropriétaires, mais il y a un intérêt collectif à ce que ça soit entretenu et déneigé, puis tout le monde va en faire un certain usage. Puis, ça résume un peu la vie en copropriété. On doit se comporter en collectivité. Ce sont les conditions préalables dont on a parlé en tout début. Hein? Il faut vraiment déterminer quel est l'usage qui en est fait, mais aussi quel est l'usage permis. Parce que tantôt, tu abordais la question qu'une fois que c'est bien déneigé, tout le monde commence à l'utiliser. Il faut faire attention. Alors, si l'utilisation, elle est vraiment réservée à certains copropriétaires, le syndicat va devoir empêcher d'autres types d'utilisation. Et si on veut augmenter le type d'utilisation permis, ça va venir éventuellement avec des frais.
Puis moi, je voulais conclure avec la question de la piscine parce que je l'aime toujours beaucoup. Les gens qui achètent dans un condo avec différents services, la piscine, le gym, la terrasse, puis qui nous disent, ben moi, finalement, savez-vous, je ne veux pas payer pour ça parce que je ne me baigne pas, je ne fais pas de barbecue, puis je ne m'entraîne pas. Ben, malheureusement pour eux, ils ont acheté dans un immeuble avec ces services-là. Et le service leur est possible. Et c'est ça la distinction avec la fameuse ruelle. Donc, la fameuse ruelle, ils n'y ont pas accès, ils ne peuvent pas y aller s'ils n'ont pas de stationnement. Le gym, la piscine, la terrasse, ils peuvent y aller, mais c'est par choix qu'ils ne l'utilisent pas. Ils vont devoir payer pour. Puis ça leur donne une valeur aussi à leur unité. Puis ça donne une valeur, et c'est pour ça qu'ils ont acheté là. C'est pour ça qu'ils ont acheté là. Et justement, l'ascenseur, ça, c'est un sujet chaud sur lequel aucune copropriété ne veut aller, mais c'est quelque chose qui, en Europe, en Belgique, en France, ça se fait. Ça se fait d'exonérer les personnes du rez-de-chaussée des charges de l'ascenseur. Ouais. Et ici, on n'en parle pas parce on dit que c'est pas légal, qu'on n'a pas le droit de faire ça, etc. Mais moi, je pense que il faut faire de l'avenir une zone d'audace. Ouais. Et avec la nouvelle proposition qui nous est faite dans l'article 1064, il n'est pas impossible d'envisager dans une copropriété de faire de l'ascenseur une partie commune à l'usage exclusif des copropriétaires qui sont dans les étages, parce que de la même manière que la ruelle avec le garage, une personne qui vit au rez-de-chaussée, elle ne prend pas l'ascenseur par choix. Elle ne prend pas l'ascenseur parce qu'elle n'a aucun intérêt à prendre l'ascenseur. Mais ça, en fait… Si, évidemment, dans un contexte où il n'y a aucun service dans les étages. Il ne faut pas qu'il y ait de piscine, de gym, de salle communautaire, de rien. Tout à fait. Mais je veux dire, on le voit avec du commercial, en fait, des copropriétés ou le rez-de-chaussée commercial, justement. Puis, bon, eux, dans la déclaration de copropriété, on va voir que la déclaration définit différents types de copropriétaires, commercial, résidentiel, et le commercial n'a pas à payer pour certains éléments, dont l'ascenseur, parce que tous les commerces sont au rez-de-chaussée, par exemple. Et souvent, la déclaration va le prévoir de façon spécifique. Ouais, et d'ailleurs, les unités commerciales n'auront pas physiquement accès aux ascenseurs du résidentiel. Ça va souvent être fermé ou avec une clé. Donc, la question va être répondue assez rapidement. Oui, c'est ça. Là. Donc, ils n'ont aucun intérêt. Puis en plus, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas l'utiliser. Voilà. Puis, c'est ça. C'est des projets… spécifiquement pour l'ascenseur, c'est un projet qui n'est pas du tout impossible à envisager parce que, en plus, tu devras faire de l'ascenseur une partie commune à usage restreint. Donc, ça prend une modification de la déclaration de copropriété pour ajouter une partie commune à usage restreint. Et ça te prend 75% des voix présentes et représentées à l'Assemblée. Il me paraît assez clair que les gens du rez-de-chaussée ne cumulent pas un nombre de voix suffisant pour faire passer ça de force dans la gorge de tous les autres copropriétaires. Donc, ce sera vraiment une affaire qui va faire l'objet d'un minimum de consensus et où tous les copropriétaires des étages vont accepter cette situation, cette proposition pour peut-être un peu plus d'équité sur la question de l'ascenseur. Mais bon, à venir. Good. Ben, écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour de cette question sur qui paie pour le déneigement de cette fameuse ruelle. Mais bon, c'était super intéressant, honnêtement. Fait que, ben, merci beaucoup d'avoir participé à ce sujet-là, à cette conversation-là avec moi. Puis, ben, je pense qu'on a ouvert la porte à plein d'autres sujets pour des épisodes futurs. Donc, donc on attend ça de pied ferme. Donc, ben, à bientôt. Merci de votre participation. Merci à toi. Bye bye. Ciao.